La France a une relation étrange avec l'État. On le critique, on le soupçonne, on l'accuse de tout. Et pourtant, au premier choc, on se tourne vers lui comme vers un réflexe. Un attentat, une crise, une hausse des prix, une grève, une pandémie. La même phrase revient, presque automatique. L'État doit agir. Pourquoi cette attente est-elle si forte en France, plus qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni? Ce n'est pas seulement une question de politique. C'est une histoire longue, un imaginaire collectif, une promesse de protection et d'égalité. Mais aussi une mécanique qui produit de la frustration, de la défiance, et parfois de la colère. Aujourd'hui, on va comprendre d'où vient ce réflexe État. Et pourquoi il fait de la France à la fois un pays solide et un pays à cran. Quand on dit que la France privilégie l'État, on ne parle pas seulement de plus d'impôts ou plus de règles. On parle d'une idée plus profonde. L'État, en France, n'est pas un arbitre lointain. Il est censé être le garant du cadre commun. De l'égalité devant la loi. De l'accès à l'école. De la protection sociale. De la continuité des services publics. Dans beaucoup de pays européens, l'État est important. Mais la place qu'on lui donne n'est pas la même. En Allemagne, le pouvoir est dispersé. Le fédéralisme impose des contrepoids. Les Länder pèsent sur l'éducation, la police, l'organisation du quotidien. La décision remonte moins tout en haut. Au Royaume-Uni, l'État existe, bien sûr. Mais la culture politique est différente. On se méfie davantage de l'administration centrale. On préfère souvent des solutions pragmatiques, locales, ou portées par le marché. On accepte plus facilement des écarts, tant que le système fonctionne. La France, elle, a une obsession particulière. L'unité. La même règle pour tous. La même école. Le même diplôme. Le même service, du centre de Paris au village le plus éloigné. Cette promesse est magnifique. Et elle est lourde à tenir. Voilà le décor. Un pays où l'État n'est pas seulement une structure. C'est une attente. Une croyance. Et parfois une déception. Pour comprendre ce réflexe français, il faut remonter loin. Avant la République, avant la démocratie moderne, avant même l'idée de service public. Il y a un vieux récit national. Celui d'un pays qui s'est construit par le centre. Et qui a appris, très tôt, à associer l'unité à l'autorité. Pendant des siècles, la France s'unifie par la monarchie. Le pouvoir tire les fils depuis Paris. Il impose une langue administrative. Il encadre les provinces. Il rend l'État visible, concret, présent. Puis vient 1789. Et avec 1789, une promesse immense. Liberté. Égalité. Fraternité. Mais aussi un vertige. Quand l'ordre ancien tombe, tout peut se disloquer. La Révolution nourrit l'idée que sans une force centrale, la nation risque la fragmentation. Dans la mémoire collective, l'État devient un rempart contre le chaos. Ensuite, Napoléon rationalise. Il ne se contente pas de gouverner. Il organise. Il codifie le droit. Il structure l'administration. Il dessine un appareil qui traverse les régimes. Même quand les gouvernements changent, la machine reste. Et cette machine produit un réflexe durable. Pour résoudre un problème, on remonte vers l'État. Au XIXe siècle, la République ajoute une autre couche. L'école devient une fabrique du commun. La loi devient un langage partagé. L'État ne sert plus seulement à contrôler. Il sert à former des citoyens semblables en droit, en référence, en horizon. Dans l'imaginaire français, l'égalité n'est pas une simple valeur morale. C'est un projet à administrer. Puis le XXe siècle fait le reste. Deux guerres mondiales. La reconstruction. Les crises sociales. La nécessité d'assurer la cohésion. La protection devient une fonction politique centrale. Et plus la société se complexifie, plus on attend de l'État qu'il amortisse les chocs. Voilà la matrice. Un État hérité de la centralisation. Légitimé par la peur de la division. Renforcé par une administration robuste. Et sacralisé par une promesse républicaine. L'État, en France, n'est pas seulement un outil. C'est une réponse culturelle à une question existentielle.
Comment rester un seul peuple? La France sort d'une guerre qui a tout abîmé. Les villes, l'économie, la confiance. Et surtout, l'idée même de sécurité. À ce moment-là, une conviction s'impose. On ne reconstruira pas seulement des ponts et des usines. On doit reconstruire une société. Et pour cela, il faut un État qui protège. C'est là que le réflexe français prend une forme moderne. L'État ne doit plus seulement maintenir l'ordre. Il doit garantir la vie, le travail, la santé, la vieillesse, les accidents, les coups durs. Une nouvelle promesse naît dans l'après-guerre. La sécurité ne sera plus un privilège. Elle doit devenir un droit. Et ce droit, c'est l'État qui le rend réel. À partir de là, l'attente change d'échelle. Le citoyen ne demande pas seulement des lois. Il demande une protection, une continuité, une présence. C'est aussi un moment où l'État apparaît comme le seul acteur capable d'agir vite et grand. Planifier, investir, réparer, organiser, distribuer. Ce n'est pas un hasard si, dans la mémoire française, elle après 1945 ressemble à une bascule. Avant, l'État est le centre politique. Après, il devient la colonne vertébrale sociale. Et une fois qu'un pays s'habitue à cette colonne vertébrale, il ne peut plus penser sans elle. Chaque nouvelle crise réactive le même réflexe. Si ça tremble, l'État doit tenir. Si ça casse, l'État doit recoller. C'est là que la comparaison européenne devient éclairante. L'Allemagne construit aussi un État social puissant. Mais son organisation fédérale disperse la décision et partage la responsabilité. Le Royaume-Uni développe un État-providence, puis assume plutôt un tournant où le marché reprend de la place. La France, elle, garde cette idée tenace. Quand la vie collective vacille, c'est à l'État de répondre. Pour comprendre pourquoi ce modèle tient si longtemps, il faut regarder le quotidien. La France ne privilégie pas seulement l'État dans les discours. Elle le privilégie dans ses réflexes, dans ses trajectoires sociales, dans sa manière de définir ce qui est le juste. Premier moteur. L'école. En France, l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage. C'est un instrument politique. Elle doit produire du commun. Le même programme. Les mêmes examens. Les mêmes références. Et surtout, la même promesse. Si tu travailles, tu peux monter. Autour de cette promesse, une autre mécanique se met en place. Les concours. Les diplômes. Les grandes écoles. L'idée qu'on sélectionne par une procédure impersonnelle. Par des règles. Pas par des relations. Même si, dans la réalité, tout n'est jamais aussi pur. Résultat. L'État devient le grand organisateur de la mobilité sociale. Et donc, le grand responsable des déceptions. Quand l'ascenseur social ralentit, ce n'est pas seulement la société qu'on accuse. C'est l'État. Deuxième moteur. Les services publics. Dans l'imaginaire français, un service public n'est pas un service parmi d'autres. C'est une présence. Une garantie. Un symbole de dignité. Le train doit passer. L'hôpital doit soigner. L'administration doit répondre. Même loin. Même cher. Même compliqué. C'est là que la France se distingue fortement du Royaume-Uni. Là-bas, on accepte plus facilement que certains services deviennent des marchés. Qu'ils varient. Qu'ils se différencient. En France, la différenciation ressemble vite à une rupture d'égalité. Troisième moteur. La crise comme carburant de l'État. Quand un pays vit des chocs, il crée des réflexes. Et en France, le réflexe c'est l'intervention. Subvention. Contrôle. Plan. Dispositif. Exonération. Aide. L'État devient un assureur de dernier ressort. Mais plus l'État intervient, plus on l'attend au tournant. Et plus on l'attend, plus chaque retard devient une trahison. La puissance nourrit l'exigence. L'exigence nourrit la colère. Et puis, il y a le cœur invisible de cette machine. L'administration. Un État centralisé, avec des corps, des règles, des procédures, une continuité.
cela donne une force incroyable. La capacité de tenir debout. De fonctionner malgré les tempêtes politiques. Mais cela produit aussi une sensation d'éloignement. De verticalité. De décisions prises là-haut. C'est ici que l'Allemagne apparaît comme le miroir parfait. Elle peut être très l'État social. Mais sa structure fédérale crée des contrepoids. La décision se répartit. Le citoyen a plus de centre de pouvoir à interpeller. En France, beaucoup de questions finissent par remonter vers le centre. Vers Paris. Vers l'État. Voilà comment le modèle se reproduit. L'école fabrique l'attente d'égalité. Les services publics rendent l'État intime. La crise renforce l'intervention. Et la centralisation concentre la responsabilité. Ce modèle donne à la France une force réelle. Et il lui impose un prix réel. C'est une médaille à deux faces. D'un côté, la puissance protectrice. Quand l'État fonctionne, il amortit les chocs. Il évite que la société explose à chaque crise. Il maintient des filets de sécurité. Il garantit une continuité. Il empêche que la vie collective devienne une jungle. C'est aussi un modèle qui produit un langage commun. Une idée exigeante de l'égalité. Pas seulement l'égalité des chances. L'égalité comme expérience concrète. Avoir accès. Avoir droit. Être traité pareil. Mais de l'autre côté, la fragilité. Parce qu'un État très attendu est un État toujours coupable. Plus on le met au centre, plus tout devient son affaire. Et quand tout est son affaire, tout devient son échec potentiel. La première limite, c'est la lourdeur. La bureaucratie. La lenteur. Le millefeuille de normes. La sensation d'être pris dans des procédures qui ne voient plus les personnes. Le citoyen ne se sent pas seulement administré. Il se sent parfois écrasé. La deuxième limite, c'est la centralisation. Quand les décisions remontent vers le centre, la périphérie se sent oubliée. Quand Paris décide, le reste du pays peut avoir l'impression d'être un décor. Et cette fracture nourrit une colère froide. Une colère de distance. Une colère de mépris supposé. La troisième limite, c'est le paradoxe psychologique. La France veut un État fort, mais elle ne supporte pas l'État intrusif. Elle veut la protection, mais elle déteste le contrôle. Elle veut la règle commune, mais elle rejette la contrainte quotidienne. Alors la relation devient nerveuse. Presque affective. On attend l'État comme un parent. On le conteste comme un adversaire. Et il y a une quatrième limite, plus dangereuse encore. L'État peut devenir un alibi. Si l'État est censé tout résoudre, on délègue aussi la responsabilité collective. Les corps intermédiaires s'affaiblissent. La confiance locale s'érode. La société civile se décourage. Et chaque problème revient, encore et encore, frappé à la même porte. À ce stade, la comparaison avec l'Europe revient comme une question simple. D'autres pays répartissent davantage. Entre régions, communes, partenaires sociaux, associations, entreprises. Cela ne rend pas les choses parfaites. Mais cela évite parfois ce tête-à-tête épuisant entre l'individu et l'État. La France, elle, vit souvent ce tête-à-tête. Et ce tête-à-tête crée un climat. Une exigence permanente. Un sentiment de dette. Un sentiment de trahison. Et parfois, une explosion. Alors, pourquoi la France privilégie-t-elle l'État plus que d'autres pays européens? Parce que l'État, en France, n'est pas une simple institution. C'est une réponse historique à une angoisse collective. La peur de la division. La peur du chaos. Et la volonté d'une égalité vécue, pas seulement proclamée. La France s'est construite par le centre. Elle a appris à voir dans le pouvoir central un ciment. Puis elle a transformé ce ciment en promesse républicaine. La même loi pour tous. La même école. La même protection face aux coups durs. Après 1945, cette promesse devient un pacte social. Et depuis, chaque crise réactive le même réflexe. Quand ça tremble, on appelle l'État. Mais cette force a un coût. Quand l'État est partout, il devient responsable de tout. Quand il est responsable de tout, il déçoit partout. Et quand il déçoit, la colère devient plus intense, parce que l'attente était plus haute. C'est le paradoxe français.
Un pays qui a besoin d'un État fort pour tenir sa promesse d'égalité. Mais qui souffre dès que cet État ressemble à une machine froide, verticale, éloignée. Un pays qui veut la protection, mais qui se révolte contre la contrainte. Et la vraie question, aujourd'hui, n'est peut-être pas moins d'État ou plus d'État. La vraie question, c'est où placer l'État. Où le rendre indispensable. Et où, au contraire, réapprendre à partager la charge. Avec les territoires. Avec les institutions intermédiaires. Avec la société civile. Parce que si tout remonte vers le même sommet, ce sommet finit par craquer. Et quand il craque, la société ne sait plus à quoi s'accrocher. Si tu devais choisir, toi, tu préférerais vivre dans un pays où l'État est un bouclier. Ou dans un pays où l'État est plus discret, mais où la protection dépend davantage du marché et du local. Dis-le en commentaire. Et si tu veux qu'on fasse un prochain épisode, on peut prendre un cas concret. L'école. L'hôpital. Ou la crise du pouvoir d'achat. Et montrer, pays par pays, comment les réflexes changent.